je vais commencer à présenter nos deux intervenants. Le docteur Véronique Mondin, infectiologue au CHU de Nice et qui, experte en médecine intégrative, est très mobilisée sur ces projets depuis quelques années. Et également le docteur Mohamed Benhamed, endocrinologue, directeur de recherche à l'INSERM, spécialiste de l'épigénétique et qui va en particulier, lui, aborder la méditation et peut-être les supports que l'on retrouve dans l'ADN de tous ces effets de la méditation sur le corps. On a envie et on est vraiment impatient, docteur Mondin, de nous expliquer tout ce qu'on sait déjà de la recherche clinique autour de la médecine intégrative. Vous avez tous les deux 25 minutes pour tout nous dire sur ce sujet qui passionne, on le sait, énormément de monde. À vous. Bonjour à tous, merci Nancy et un grand merci aux organisateurs d'avoir pu faire cette journée quand même dans ces conditions un peu particulières. Et puis vraiment merci de m'avoir invitée. Moi je suis clinicienne, je ne suis pas une neuroscientifique, mais à parler justement de ce lien corps-esprit qui m'intéresse beaucoup. C'est vrai que j'ai une formation très académique d'infectiologue, les antibiotiques, les personnes qui vivent avec le VIH, mais j'avais envie depuis quelques années de me former à autre chose par curiosité. Donc je me suis formée à l'hypnose et puis après j'ai très vite rejoint l'Observatoire des médecines non conventionnelles que vous connaissez peut-être, qui a été fondé par Patrick Baquet en 2015 et qui essaye d'évaluer toutes ces approches sur le plan vraiment scientifique pour essayer de les border, de les rendre à la fois efficaces mais aussi sécures pour les patients. Et puis, je me suis rapprochée des groupes nationaux qui aujourd'hui développent la médecine intégrative et je suis responsable maintenant du département de médecine intégrative à la faculté de médecine de Nice. Donc, je suis vraiment ravie d'être ici avec vous. On va commencer la présentation obligatoirement par quelques définitions pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Donc, qu'est-ce que c'est que cette médecine intégrative ? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'associer à la médecine conventionnelle, celle qui est très technique, celle que nous apprenons tous à la fac et qui fait la fierté, on va dire, un peu du monde occidental, des pratiques complémentaires qui sont encore appelées non conventionnelles, mais ça va peut-être changer. Aujourd'hui, il y a un vocable qu'on utilise plus souvent qui est intervention non médicamenteuse, qui essaye de les rassembler de façon beaucoup plus cadrée, on va dire. Pardon. Ça ne fonctionne plus. Voilà. Alors, on passe d'une approche qui est centrée sur la maladie, telle qu'on l'apprend à la fac, centrée sur la biomédecine, à une approche centrée sur le patient, avec tout ce qui peut comporter d'intérêt sur ses propres valeurs et son autonomisation. Donc finalement, cette médecine intégrative, elle intègre les soins de deux façons, horizontale et verticale. C'est l'intégration de toutes les composantes de la personne, encore une fois, son caractère, ses valeurs, sa façon d'approcher les soins, et l'intégration de toutes les pratiques de soins. Finalement, c'est très important parce que ça met en place une interdisciplinarité, vraiment beaucoup de spécialités au cours du patient. Ça améliore beaucoup la relation soignante et ça, c'est vraiment très important. Ça met le patient au centre de notre approche de soins. Et puis, ça peut me permettre de faire cette différence entre vivre et survivre. Alors, je fais un petit exemple. C'est vrai que quand on guérit d'un cancer par de la chimio, de la radiothérapie, tous les paramètres sont au vert. On sait que la tumeur peut-être ne reviendra pas. Pour autant, quelquefois, on n'est pas en capacité de reprendre le fil de la vie. On est anxieux, on est fatigué, on est amoindri, voilà, plein de choses qui font que la vie n'est pas aussi facile que ça. On peut aussi faire la différence. Beaucoup insistent sur cette approche entre le cure, ça veut dire guérir, et le care, prendre soin. Mais là aussi, quand on est devant une maladie chronique, le cure, ça n'existe pas. La maladie, on va la garder pendant très longtemps. Donc, il faut essayer vraiment d'accompagner par le care les patients. L'autonomie du patient, c'est quelque chose de très important. Là, je vais utiliser un mot anglais, franglais, j'aime pas trop ça. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il dit bien ce qu'il veut dire, c'est l'empowerment. Power, ça veut dire le pouvoir. Et donc, l'idée, c'est de redonner au patient le pouvoir dans sa prise en charge, dans son soin. Alors, quel rationnel a cette approche ? En fait, l'OMS, dans sa stratégie nationale, sa stratégie pour la médecine traditionnelle, nous rappelle que la plupart des médecines traditionnelles utilisent cette approche. La médecine traditionnelle chinoise, la médecine ayurvédique, nous aussi, nous l'avons utilisée. Il suffit de lire les thérapeutes d'Alexandrie pour bien se souvenir que cette approche a été vraiment notre cœur de métier. Mais avec Descartes, quelquefois, on a un petit peu oublié ça et on a trop misé sans doute sur le côté technique de la médecine.
Depuis les années 60 aux États-Unis et depuis la survenue des maladies chroniques, leur épidémie, les Américains se sont rendus compte qu'il fallait faire quelque chose pour accompagner les gens et les universités s'y sont mises, notamment la Duke University, qui a commencé à faire en sorte que la médecine intégrative soit une discipline à part entière. Et maintenant, elle est étudiée en tant que telle dans 82 écoles américaines de santé. Et c'est eux qui ont bien écrit ce label intégratif. Au niveau européen, il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Suisse. Finalement, il semblerait qu'on soit un tout petit peu en retard sur le principe, mais encore une fois, on peut le rattraper. Notre stratégie nationale de santé récente met l'accent sur la participation du patient dans les protocoles de soins et aussi sur le fait qu'il faut absolument privilégier les interventions non médicamenteuses. Donc, vous voyez que le contexte national est posé. Et puis, on sait que 70% de nos patients les utilisent. Quelquefois, ils n'osent pas nous le dire parce qu'ils ont peur de se faire disputer. Mais quoi qu'il en soit, c'est une utilisation qui est plébiscitée par les patients et il faut savoir les conseiller et surtout leur éviter de tomber dans les pièges de ce qu'on appelle la médecine alternative, qui justement ne fait pas la part à cette intégration et qui peut avoir beaucoup de dangers et pour leur santé et pour leur porte-monnaie. On sait que les soignants aussi bénéficient beaucoup de ces approches. Tout le monde est plus détendu, plus serein. Demandez aux chirurgiens qui font de l'hypnose. Et vraiment, ils ont des résultats merveilleux, à la fois pour eux et pour leurs patients. Ceci survient aussi dans un contexte de modification du financement à l'activité des hôpitaux, puisqu'on sait que la qualité, maintenant, va devenir le principal facteur de financement. Et cette qualité, eh bien, c'est les patients qui vont nous dire s'ils sont contents, qualité des soins, à la fois pour les patients et pour les soignants. Et puis, j'ai envie de dire, même si quelquefois ça peut paraître un peu curieux ou plus curieux, que tout ceci survient dans le cadre de l'écologie, écologie individuelle que les patients réclament aujourd'hui dans l'approche médicamenteuse, mais aussi écologie plus globale, universelle. Et ces approches permettent une épargne des ressources, permettent aussi une diminution de la polymédicamentation des patients, dont vous savez qu'elle est à l'origine de beaucoup de iatrogénie. Donc, tous ces éléments explique le rationnel, mais j'ai envie de dire que l'élément factuel le plus important de ces derniers mois, puisque c'est tout récent, c'est que l'enseignement maintenant de la médecine va comprendre des items de médecine intégrative. En effet, dans la réforme des études médicales, il y a maintenant l'item 327 qui est donc pour les étudiants l'obligation d'apprendre 5 items de cette médecine intégrative, 5 disciplines, connaître leurs indications, leurs limites, leur approche, leur intérêt, et ça concerne essentiellement donc l'hypnose, la méditation, la médecine manuelle au sens large, donc avec l'ostéopathie, la médecine traditionnelle chinoise, donc avec l'acupuncture, et l'art-thérapie. Donc à partir du moment où c'est enseigné à la fac, je pense que voilà, c'est quelque chose qui peut rassurer ceux qui se posent encore un petit peu des questions. Et puis, il faut savoir que la recommandation HAS aujourd'hui aussi met en place cette médecine intégrative dans de nombreuses disciplines en première indication, les troubles du comportement, l'accouchement, la douleur, l'Alzheimer, etc. Et quand on regarde sur PubMed, s'il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont faits dans ce domaine, on s'aperçoit qu'en quelques années, eh bien, il y a énormément de publications, ce qui peut rassurer les scientifiques purs et durs sur le fait que ce n'est pas quelque chose qui est fantaisiste. Alors maintenant, pratique corps-esprit, puisque c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien finalement, c'est l'ensemble des approches psychothérapeutiques qui se servent du corps comme médiation. Alors quand on fait de la méditation, quelquefois les gens ne comprennent pas tellement où le corps intervient. Mais il intervient dans la respiration. À partir du moment où on utilise cette respiration intentionnelle avec une volonté de la rendre un peu différente, c'est une utilisation du corps. De la même façon, les mouvements des yeux, par exemple dans le MDR, les postures, par exemple dans le yoga, et bien évidemment le mouvement, par exemple dans le tai chi. Tout ça, ce sont des pratiques corps-esprit qui ont comme particularité d'être centrées sur l'action présente. C'est-à-dire, on ne se pose pas la question, quand on recourt à ces pratiques et qu'on ne va pas très bien, de pourquoi on ne va pas très bien. On se pose la question de comment on va aller mieux. Donc, c'est vraiment une histoire de remise en mouvement de la personne dans le contexte dans lequel elle se présente. On utilise pour ça une attention particulière. On appelle ça un état modifié de conscience qui est en fait juste réapprendre aux gens à diriger leur attention vers quelque chose. Vous savez que dans nos sociétés hyper rapides, notre attention, elle passe d'un objet à l'autre très très vite. Et là, on réapprend à utiliser son attention.
Alors, est-ce que c'est corps-esprit ou est-ce que c'est psychocorporel? Alors, je ne peux pas répondre à la question parce que c'est très débattu. Il me semble que les scientifiques commencent à dire que c'est plutôt corps-esprit, mais voilà, ça c'est peut-être l'objet de discussions à venir. Donc, vous voyez que les plus importantes sont marquées là. Moi, je vais plutôt vous parler d'hypnose parce que c'est ce que je connais. Et Mohamed vous parlera plutôt de méditation. Alors, comment ça marche? On ne va pas non plus rentrer dans les détails, ce n'est pas mon propos, mais globalement, on sait que quand on a des émotions et qu'on apprend à les observer un petit peu de loin, de haut, ça permet une stimulation du nerf vague qui apaise l'ensemble de notre corps, que quand on développe les processus attentionnels de la même façon, on peut le repérer notamment au niveau neuroscientifique par des IRM fonctionnels. Et vous savez que Mathieu Ricard est le grand champion de ces démonstrations. Il y a, je crois, des spécialistes de l'axe neuro-endocrino-immunologique dans la salle. Donc, vous savez qu'aussi toutes ces techniques permettent de moduler les hormones du stress et ce qui permet d'augmenter l'immunité. Et puis, le microbiote, l'inflammation de bas grade et l'épigénétique. Et c'est le docteur Mohamed qui va vous en parler. Quels sont les domaines d'application aujourd'hui? Alors, il y en a plein. En fait, on se rend compte que tout le monde fait de la médecine intégrative comme d'autres de la prose. La seule chose, c'est qu'on n'est pas encore en capacité de faire le lien, le maillage, les réseaux, d'augmenter la lisibilité de tout ça. Mais globalement, regardez en cancérologie, en soins de support en cancérologie, vous connaissez sûrement le centre de M. Mouisset, Ressources à Aix. Vous connaissez peut-être l'Institut Raphaël à Paris, qui sont vraiment des maisons centrées sur cette médecine intégrative. Dans le cadre des soins palliatifs, de la prise en charge de la douleur, énormément de travaux. Je ne peux pas vous les citer tous ici au CHU. Les gynécologues, les chirurgiens s'intéressent à tout ça. On a commencé à monter des projets avec les cardiologues, enfin plein de choses. Et toutes les maladies chroniques et invalidantes peuvent être traitées par la médecine intégrative. Mais un peu plus inattendu peut-être, le domaine de l'infectiologie. Alors je vais vous en donner 2 petits mots, qui est le protocole que j'ai mis en place, qui s'appelle hypnocyste, c'est-à-dire l'hypnose chez des patientes qui font des cystites récidivantes. C'est un peu curieux, 4% des femmes, beaucoup de cystites qui invalident leur qualité de vie. Et on a voulu faire une étude de preuve de concept sur 15 patientes avec 3 séances d'hypnose espacées de 1 mois et pour leur proposer de faire de l'auto-hypnose que je leur apprenais à la maison. Et ces 15 patientes étaient particulières parce qu'elles étaient vraiment très impactées. Elles avaient toutes des vessies particulières, radiques, ou bien des problèmes de statique pelvienne, des chirurgies. Enfin, c'était des dames qui étaient pour la plupart très, très, très invalidées par leur cystite. Au moins 15 épisodes dans l'année, 15 prises d'antibiotiques, etc. Et je vais juste vous montrer assez rapidement les résultats. Et bien finalement, au bout de ces séances, on voit que dès le premier mois, leur niveau d'anxiété chute de façon statistiquement significative et va rester bas tout le long du processus. De la même façon, leur douleur chronique. Elles vont avoir en moyenne 5 épisodes de cystite dans l'année versus 14 et elles vont aller voir leur médecin 5 fois et vont prendre 3 fois moins d'antibiotiques. Et ce qui est très particulier quand on regarde la satisfaction globale des patientes, qui est de 75%, elles sont très contentes de ce genre de prise en charge, eh bien, c'est qu'un tiers des patientes ne vont plus du tout avoir de cystite. Et ça interroge vraiment de façon très très importante parce qu'on se dit mais comment est-il possible que des personnes qui ont 10 ans de recul d'infection subintrantes arrivent à être améliorées par cette prise en charge? Eh bien la réponse elle est mixte, ça marche sur l'anxiété, ça marche sur la douleur, ça marche sur l'immunité et tout ça mis bout à bout, eh bien ça peut donner ce genre de résultat. Donc si je finis rapidement ma présentation pour vous dire le rôle du département de médecine intégrative, eh bien, c'est de développer cette recherche clinique et soignante, médicale et soignante. J'insiste, tout le monde doit s'y mettre, de commencer à bien mailler ce réseau de professionnels de façon à ce qu'il soit lisible et accessible, de faire une évaluation particulière. Les scientifiques sont toujours attentifs à ce qu'on utilise des critères imparables, donc plutôt qualitatifs et quantitatifs, donc mixtes, qu'il faut savoir apprendre. Je vous ai mis la photo de Grégory Nino, qui est à Montpellier et qui est le pape des invariants méthodologiques de la médecine intégrative. Il faut qu'on inclue nos patients dedans. C'est un vrai partenariat avec les patients experts. On a, et merci, j'en remercie le CHU, un vrai soutien institutionnel pour développer ça.
J'espère que ça va continuer. On a plein de ressources locales qui sont motivées. Le docteur Delaunay qui s'occupe de la peau, le docteur Leloutre à Lanval, docteur Kenza Bouredji au CAL, docteur Colette Dahan. Et on a des formations universitaires ici appropriées à l'hypnose, à la méditation, à la phytoaromathérapie. Et puis, je voulais terminer en disant un tout petit mot du CHU de Nice dans le paysage français parce qu'on est un peu des pionniers avec 4 autres entités et une autre, on va dire, un organisme privé qui nous aide aussi à faire tout ça dans le développement de cette médecine intégrative. Voilà, donc je voulais un petit peu répondre à toutes ces interrogations que vous avez. Je laisse la parole à Monsieur Benhamed pour l'épigénétique et la méditation. Merci Véronique. Alors je vous remercie pour votre invitation. Donc moi je vais aborder plutôt l'aspect maintenant un peu plus mécanistique et je vais vous parler de l'épigénétique. Tout ce que vient de vous décrire Véronique, bien entendu, ça commence à se matérialiser, à se mesurer par des substances que l'on retrouve dans le sang ou dans la salive. Donc ça se concrétise. Mais avant d'aller dans le détail, je voudrais juste vous rappeler quelque chose. Depuis une vingtaine d'années, on a assisté à grosso modo 3 grosses ruptures dans notre regard sur la maladie, en tout cas du passage de la bonne santé à la maladie. On s'est rendu compte depuis le séquençage du génome que ça n'était pas une affaire qui était inscrite dans l'ADN, la maladie, mais que donc ça n'est pas du génétique à 100%, mais que c'était quelque chose qui était lié à notre mode de vie. Donc la façon dont nous nourrissons, la façon dont nous respirons, la pollution et la façon dont nous vivons nos émotions. Donc très vite, on a compris que c'est le monde extérieur qui allait nous faire passer de cet état de bonne santé à la maladie. La deuxième, quand je dis la maladie, je la vois au sens large, les maladies chroniques, cardiovasculaires, métabolisme, neurodégénératif, mais même maintenant cette susceptibilité à l'infection dont on va peut-être dire un mot compte tenu de ce que nous vivons actuellement. Et cet impact du mode de vie que je vous décris sur notre génome se fait via ce mécanisme-là qu'on appelle l'épigénétique, qui est grosso modo un habillage simplement du génome qui va changer, tant au niveau de l'ADN qu'au niveau des ARN. En gros, de la méthylation et de la compaction de chromatine au niveau de notre ADN, tout comme des modifications, des productions de petits ARN non codants, parce qu'ils ne finissent pas en protéines, qui vont aller s'hybrider avec les vrais ARN messagers qui donnent des protéines et les empêcher d'être traduits en protéines. Et on sait que la protéine, c'est le substrat de la cellule vivante ou de la bonne santé de la maladie. C'est la protéine qui fait la structure et c'est la protéine qui font les fonctions du vivant. Donc, grosso modo, on peut altérer finalement ce niveau de protéines sans altérer la séquence de notre ADN ou de notre génome, mais on peut l'altérer et c'est ça un petit peu qui nous la essaie, j'allais dire, dans le grand étonnement. On peut modifier ça par la façon dont nous vivons tout simplement. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que là aussi, la relation entre l'impact de notre mode de vie et le passage de la bonne santé à la maladie a un tronc commun. Avant d'arriver à la maladie, il y a un tronc commun en fait que nous traversons et sur lequel nous allons revenir justement en discutant de la méditation. Et ce tronc commun, c'est la mise en place d'une inflammation chronique à bas grade. Premièrement. Deuxièmement, c'est un vieillissement accéléré de notre corps que l'on commence à mesurer maintenant. Et puis, peut-être qu'on n'ira pas trop dans le détail, mais il y a un troisième phénomène dont on parle beaucoup, mais pour lequel on n'a pas beaucoup d'outils, ce qu'on appelle l'autophagie. En fait, il faut qu'il y ait un mécanisme qui nous débarrasse de nos cellules sénescentes de manière à ce que le renouvellement de notre organisme ne s'arrête jamais. Je vais plutôt parler des 2 premières parce que c'est là où on a actuellement des données intéressantes au niveau de la méditation. Et ce que je voulais vous dire, compte tenu de ces découvertes intéressantes, importantes, j'allais dire dans le monde scientifique, il nous a paru intéressant, en tout cas avec certains de mes collègues, de monter une plateforme actuellement qui va se situer entre les organismes de recherche et les centres de soins comme le CHU, où nous souhaitons développer justement tous ces marqueurs épigénétiques pour pouvoir évaluer justement cet état de passage de bonne santé à la maladie, et y compris à travers ces pratiques. Mais quand on parle de ces pratiques, peut-être qu'on le dira à la fin, il y a bien sûr les pratiques esprit, corps, corps-esprit, mais il y a, ne jamais l'oublier, dans la prise en charge de la bonne santé ou de la maladie, il y a bien sûr la nutrition et la gestion du stress. Alors, maintenant, je vais aller vous montrer comment, au cours de ces dernières années, on a pu montrer comment la méditation, via l'épigénétique, va pouvoir prévenir en tout cas de gros mécanismes à l'origine de nos maladies, que sont le vieillissement,
le stress et l'inflammation. Donc, je vais parcourir un petit peu quelques données récentes qui sont apparues à ce niveau dont on pourra discuter. Là, ok. Merci. Donc, ce que je voulais vous dire, depuis 15-20 ans maintenant, en fait, on commence à mesurer, de façon très importante, on quantifie des choses, on mesure l'expression de gènes sous l'effet de la méditation. Ça, c'est une première chose. Et c'est essentiellement des gènes modifiés sous l'effet de l'épigénétique, on y reviendra. Et deuxièmement, on commence à corréler ces gènes à des processus très précis comme l'inflammation ou le vieillissement. Alors, et donc, très récemment, on a vu toute la mécanique épigénétique comme la méthylation de l'ADN. Je vous rappelle que la méthylation de l'ADN, c'est un des 3 gros mécanismes de l'épigénétique, mais ça n'est pas le seul. Mais c'est la plus populaire, c'est la plus facile à utiliser, donc il y a beaucoup de travaux autour de la méthylation de l'ADN. Donc, on a vu certaines zones du cerveau changer de niveau de méthylation sur des gènes. Et de façon plus intéressante aussi, ce qui a fait un petit peu, j'allais dire, la plus-value scientifique de la méditation maintenant en santé, c'est effectivement toute l'imagerie en neurobiologie où on a vu se modifier, c'est Mathieu Ricard qui était un petit peu le précurseur là-dedans, où on a vu se modifier l'imagerie du cerveau après la pratique de la méditation. Mais il faut savoir que derrière l'imagerie du cerveau, c'est toujours de la mécanique épigénétique. Un mot tout d'abord sur le vieillissement. Alors c'est les travaux un petit peu, j'allais dire les tout premiers travaux de Raphaël Schex qui avait montré qu'en comparant 2 populations, une population qui méditait et une population qui ne méditait pas, elle a mesuré le vieillissement de leur organisme. Alors, il y a 2 techniques actuellement pour mesurer le vieillissement. Vous avez ce qu'on appelle les télomères, le raccourcissement des télomères et télomérases, etc., qui est la technique la plus classique, qui est déjà un petit peu ancienne. Mais beaucoup plus récemment, il est apparu des techniques beaucoup plus pointues, plus efficaces, et c'est certainement celle-là qui va avoir de l'avenir. C'est la mesure de la méthylation d'à peu près un panel de 800 gènes qui représentent tous nos organes et qui vous donnera l'état de vieillissement de votre organisme. Et par un algorithme, on peut exactement vous donner votre âge biologique ou votre âge épigénétique comparé à votre âge chronologique. Et c'est ainsi que maintenant, nous savons que parmi nous, il y a des gens pour lesquels l'âge biologique et l'âge chronologique se superposent. Donc, ce sont des gens qui vieillissent à une vitesse tout à fait normale. C'est bon. Mais vous avez beaucoup de gens pour lesquels l'âge biologique ou l'âge épigénétique est beaucoup plus rapide que l'âge chronologique, et ce sont des gens qui vieillissent trop vite, et c'est dans ces populations-là en général qu'on a le plus de maladies. Et donc dans les travaux de Raphaël Schex, il a été très clairement démontré que chez les méditants, effectivement, il y avait un ralentissement de l'âge épigénétique ou de l'âge biologique. Donc on gagnait en termes de vieillissement. Un point aussi sur l'inflammation. J'ai pris quelques données, mais il y a de plus en plus de données. Sur le vieillissement, je reviendrai tout à l'heure par d'autres travaux. Pour l'inflammation, par exemple, des travaux récents ont clairement montré que lorsqu'on mesure la méthylation de notre génome, il y a des régions qui changent de niveau de méthylation. Et ce changement de niveau de méthylation, c'est de l'épigénétique, à cet endroit-là, correspond à des gènes liés à l'inflammation. C'est NF-κB, c'est les cytokines inflammatoires, etc. Un mot aussi sur une étude qui est très importante, qui vient d'être lancée en France, ou en tout cas qui est une étude européenne, mais qui est pilotée par des Français. C'est une étude sur le vieillissement du cerveau et la méditation, et donc elle recrute énormément de monde et elle est très intéressante. Et là-dedans, cette étude a pour but de viser la réduction du stress, des émotions négatives et des troubles du sommeil chez les personnes âgées par la pratique de la méditation. Et ensuite, donc, on va mesurer toute une série de marqueurs épigénétiques ou de l'imagerie. Alors, cette étude, elle est pilotée par Chetla. Et elle a donc énormément, elle a démarré par une petite population, mais elle est en train de l'élargir. Ce que j'allais vous dire très vite, vous verrez dans les conclusions, les limites un petit peu pour le moment de ces études-là, c'est que les cohortes sont relativement petites, mais elles sont en train de s'élargir. Et là-dedans, donc, chez ces personnes qui avaient un déclin cognitif, en particulier par le stress et la mauvaise qualité du sommeil, elle voit très très clairement une amélioration, en tout cas du volume de la matière grise, par exemple, du métabolisme du glucose, etc.
toujours dans cette étude-là, elle n'a pas utilisé le marqueur dont je vous parlais tout à l'heure pour le vieillissement, à savoir ce panel de gènes méthylés. Elle a utilisé la télomérase et les télomères. Et là aussi, de façon très concrète, elle confirme des données déjà qui sont relativement anciennes, que la pratique de la méditation augmente donc la longueur des télomères et autres, et donc, en d'autres termes, traduction, ralentit le vieillissement aussi par ce type de marqueur. J'allais vous dire un mot toujours dans cette étude. Effectivement, on va beaucoup plus loin maintenant. Tout à l'heure, je vous disais l'inflammation, on a mesuré des marqueurs, mais maintenant, on essaye d'anticiper et de faire du vrai marquage, du diagnostic. Donc, on va utiliser par exemple les leucocytes, et dans les leucocytes, on va aller mesurer certains types de marqueurs après la méditation, comme le NF-κB et autres, et de façon très claire. Donc, on a, ce que je veux dire, on a des outils maintenant simples, non invasifs, pour pouvoir mesurer l'impact de la méditation sur l'inflammation et le vieillissement. Un mot sur le stress. Alors, vous savez que le stress est un problème, j'allais dire, neurologique d'un côté et endocrinien de l'autre. Il est neurologique parce qu'il touche 3 zones du cerveau, l'amygdale, l'hippocampe et la zone préfrontale. On peut rentrer dans le détail sur leurs fonctions, et il touche aussi l'axe endocrinien, puisque quand vous êtes stressé, vous produisez énormément de cortisol et de catécholamine, bien sûr. Et dans cette situation-là, on a vu que la pratique de la méditation, là aussi, va réduire le niveau de cortisol. Qui dit réduction du niveau de cortisol, dit donc protection vis-à-vis des maladies, par exemple cardiovasculaires. Et surtout, ce que j'allais vous dire, on s'est rendu compte maintenant que quand vous sécrétez trop de cortisol en permanence, vous êtes stressé, vous déclenchez un processus d'apoptose dans les cellules nerveuses de l'hippocampe. Et donc, il y a un problème de mémoire qui peut se mettre en place et même d'interrelation avec votre environnement. Et là aussi, de façon très intéressante, il semblerait que la pratique de la méditation arrête cette apoptose au niveau des neurones de l'hippocampe et même peut-être les régénère. On se pose un point d'interrogation. En somme, donc, toujours dans ce regard que l'on a, si on regarde la globalité du cerveau, de façon assez pragmatique, on commence à voir par exemple au niveau de l'imagerie que les méditants, entre guillemets, commencent à avoir des images d'un cerveau plus jeune, entre guillemets. Je mets beaucoup de guillemets parce que clairement, il y a un ralentissement du vieillissement du cerveau et sa dégénérescence. Alors, les questions, bien sûr, sont multiples. Le lien de causalité, il faudrait encore le démontrer. Est-ce qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent? Vous savez, les gens qui méditent mangent bien, font du sport aussi, hein, et essayent d'éviter la pollution. Donc, vous avez tous ces facteurs qui peuvent être conjugués. Une question très, très intéressante qui a parcouru un petit peu ce que je vous ai raconté, c'est la notion de réversibilité. Parce que réellement, quand on devient un pratiquant de la méditation, on a une réversibilité de l'inflammation, du vieillissement accéléré, de l'autophagie. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Je vous avais donné l'exemple tout à l'heure de l'hippocampe, où on voit effectivement une apoptose des cellules nerveuses, et il semblerait très clairement que la pratique diminue cette apoptose. Des questions aussi très intéressantes. Faut-il pratiquer la méditation pendant combien de temps, régulièrement? Donc la notion de temps va être très importante. Et donc on arrive là effectivement à un lien intéressant entre la méditation et la neuroplasticité. Certainement, il y aura d'autres marqueurs dont on aura besoin effectivement. En somme, si je résume un petit peu ce qu'on a essayé de vous raconter avec Véronique, on voit très très clairement que ces pratiques corps-esprit jouent sur le cerveau, que ce soit au niveau du vieillissement, que ce soit au niveau de l'inflammation. Et ça, c'est une donnée très intéressante. Cette médiation, c'est médié très probablement par de la mécanique épigénétique. Et qui dit mécanique épigénétique dit à très court terme des outils épigénétiques que l'on va utiliser pour pouvoir mesurer ces effets, pour pouvoir identifier des sous-populations, par exemple, qui répondent mieux que d'autres, qui sont adéquates, etc. D'autres qui vont résister, pour lesquelles il faut utiliser d'autres pratiques, etc. Je pense que voilà ce que je voulais dire à mon niveau et je vous remercie. Eh bien, merci infiniment pour ces 2 interventions absolument passionnantes. Hein. On a bu vos paroles, on n'a qu'une envie, c'est méditer là. Encore faut-il apprendre, mais vous allez nous dire que c'est pas si compliqué que ça. C'est à la portée de tout le monde. Hein. Il faut le rappeler. La méditation, l'hypnose. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit
Ne pas faire peur, c'est tellement naturel. Au départ, bien sûr, il faut s'imprégner de quelques techniques, mais c'est quelque chose qui peut s'intégrer dans chaque geste de la vie quotidienne. On peut méditer, je dis pas du tout ça de façon sexiste, hein, en faisant sa vaisselle, on peut méditer en faisant plein de choses. En fait, c'est vraiment quelque chose qui peut s'intégrer dans le quotidien, en allant à son travail à pied, en vélo. Ça ne veut pas dire ne rien faire, méditer. Non. Ça veut dire simplement être dans son intériorité et essayer d'avoir la possibilité d'observer en fait ses émotions. Voilà. Et puis après, il y a plein de types de méditation, hein, parce qu'il y a méditation et puis il y a des méditations orientées qui vont développer telle ou telle particularité de notre potentialité cérébrale. Et là, on peut effectivement faire des choses très très variées. Si on a envie, par exemple, de devenir de plus en plus bienveillant, on fait des méditations qui sont orientées vers la bienveillance. Elle est pas mal celle-là, je l'aime bien. On devrait la généraliser. On s'oriente vers soi-même. Pendant que vous avez le micro, j'aurais une question sur l'étude que vous avez conduite auprès de ces patientes atteintes de cystite récidivante. Vous avez parlé de 75%, me semble-t-il, de satisfaction et de bons chiffres qui sont 30% de personnes qui ne vont plus connaître ces épisodes. Alors, quelques éléments sur ces 30% de femmes et quid des 70%. Est-ce que vous parlez de 70% d'échecs ou non? Je me doutais que vous alliez me dire non, mais développez. Il y a donc 75% de façon globale qui sont très satisfaites. Dans ces 75% de patients, il y en a 30%, 33% qui sont, j'ai envie d'utiliser un mot un peu fort, hein, mais qui, pour elles, disent qu'elles sont miraculées. C'est vrai que quand vous partez d'un processus de base qui est aussi pénible et que vous arrivez avec une absence d'affection, c'est comme ça qu'elles expriment leur satisfaction. Il y en a un grand pourcentage qui sont améliorées, c'est-à-dire que elles sont quand même beaucoup mieux, elles gèrent mieux la douleur, elles gèrent mieux le stress, elles gèrent mieux tout ça, mais elles n'ont pas des résultats aussi forts que le premier tiers. Et il y en a un tiers, il faut reconnaître, qui ne sont pas améliorés, c'est-à-dire il y a un échec pour 30% des patientes. Alors c'est un échec relatif quand même, parce qu'il m'arrive de les revoir après encore la fin du protocole, et certaines finalement se mettent dans le mood un petit peu plus tard, peut-être parce qu'il leur a fallu du temps pour accepter qu'elles seraient capables de le faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent incapables de faire ce genre de choses. Donc elles s'auto-flagellent en quelque sorte. Donc il faut il y aurait presque possibilité de prédire ces réponses du coup. Est-ce que ces femmes, vous auriez su prédire leurs réponses? Quelqu'un qui fait de l'auto-hypnose tout de suite et qui se lance vraiment dans le processus, qui croit en ce qu'elle fait et qui revient la première fois en vous disant « docteur, ça va mieux », elle, c'est sûr qu'elle va avoir un résultat rapide. Mais je dis, il ne faut pas désespérer. Les autres peuvent venir plus tard. Oui, donc j'allais dire que quand vous dites le mot prédiction, c'est là où les marqueurs épigénétiques sont intéressants, parce que c'est évident que dans cette pratique-là, il y a des modifications épigénétiques qui peuvent être mesurées. Il serait intéressant de voir si c'est sa femme-là qui résiste, si on a des marquages différents. C'est ça. Bien sûr. On pourrait Absolument. les suivre. Des questions alors. Je sais qu'il y a quelques questions qui arrivent. Oui, désolé, on n'entend pas très bien. Vous entendez bien? Ah bon, c'est bon, on vous entend bien, dit-on. Allez-y, continue. C'est bon, on vous entend. Une question, oui, je disais beaucoup de questions sur le web, et notamment une question très pratique de Véronique qui demande si il y a des centres de méditation accessibles dans la région, si vous-même vous en connaissez. Alors, il y a un DU pour éventuellement les soignants ou les professionnels qui veulent se former. Et puis, effectivement, beaucoup... Alors, je ne connais pas tout ce qui se passe en ville, où je sais qu'il y a effectivement des personnes qui font des cycles de formation au MBSR. Il y en a à Nice, il y en a à Monaco. Voilà, il y en a quand même un certain nombre. Il y en a beaucoup. Et parmi les soignants que j'ai cités, il y en a beaucoup qui ont mis en application dans les établissements de santé ces programmes de méditation. Béatrice Leloutre, par exemple, elle fait de la méditation à Lanval avec un grand nombre de soignants. Kenza Bouredji, elle fait de la méditation au CAL avec les patients qui sont hospitalisés pour des cancers. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, à la fois privées et publiques. Je crois qu'il y a... je fais une petite pause et on revient. Je voulais juste, puisque vous parliez des mécanismes épigénétiques, est-ce qu'on les retrouve en jeu dans toutes les médecines, entre guillemets, alternatives ou ces approches complètes? Non, je sais, c'était pour vous provoquer. Vous ne voulez plus qu'on utilise ce terme. Approche. Il ne faut plus utiliser ce terme qui a induit beaucoup de confusion. Donc ces approches non conventionnelles, ça vous va mieux? Est-ce que toutes les approches non conventionnelles ont un support dans l'épigénétique ou c'est
la méditation de manière un peu plus exclusive? Non, elles ont absolument toutes un impact sur l'épigénome, c'est clair. La méditation On en est sûr. oui. Il y a des modifications claires sur la plasticité de l'épigénome. Après, la question, c'est combien ça va durer, est-ce qu'il faut répéter, etc. Oui, la réponse, très clairement, il y a des modifications. C'est pas de du one l'épigénome. shot. Non, C'est pas du one shot. Non, bien sûr. J'ai mal à la tête. Au lieu de prendre un anti-inflammatoire, je fais ça 10 minutes de méditation. Ça marchera pas? Non, il faut répéter. Il faut rentrer, comme le Mais dit enfin- très bien Véronique, il faut rentrer dans la pratique de la méditation, dans sa vie quotidienne, pratiquement. D'accord. C'est à ce prix-là. Mais oui, il y a un lien épigénétique très clair. Il y a même des outils pour le mesurer. Très bien. Une autre question? Et donc, on rejoint une des questions qui a été posée sur le web, à savoir si la pratique du soin suit la validation par la démarche scientifique. Pourquoi faire finalement la différence entre une médecine conventionnelle et non conventionnelle? Très bonne question. Excellente question. Excellent. C'est une très bonne question et on peut rebondir dessus de mille façons. Absolument. Je te laisse répondre, Véronique. Mais moi, Félicitations On fait ça, à l'internaute. oui. Bah, disons que non conventionnelles, puisqu'à partir du moment où on ne les utilisait pas, où on pensait qu'elles n'avaient pas eu d'évaluation effectivement scientifique, tous les scientifiques, et on connaît beaucoup de médecins qui sont dans ce cadre-là, regardent ça avec un petit peu de distance. Qu'est-ce que c'est que ce genre de truc? Bon, en réalité, à partir du moment où on a compris qu'on ne pouvait pas évaluer tout à fait de la même façon ces approches que l'évidence-based médecine, c'est évident. On ne fait pas du quantitatif, on ne mesure pas une CRP, on ne mesure pas une fièvre. C'est quelque chose qui relève de mesures plus subjectives. À ce moment-là, il y a une méthodologie qualitative qui est tout aussi connue et qui est tout aussi rationnelle, mais qui fait intervenir d'autres paramètres. Et l'idéal, pour que à la fois les scientifiques purs et durs soient convaincus et que tout le monde soit convaincu, c'est de faire l'évaluation mixte dont je vous parlais tout à l'heure, avec un peu de quantitatif. Là, on va doser les marqueurs épigénétiques, comme ça les vrais scientifiques seront contents. Et on va doser également, on va regarder la qualité, les échelles de qualité de vie, de satisfaction, et surtout, par exemple, de non-rechute d'une maladie, qui sont des échelles aussi qui sont très importantes. Voilà, donc il faut que les deux modes d'évaluation soient conjoints. Et ça deviendra du conventionnel. Oui, vous vouliez dire aussi un mot là-dessus. Oui, je voulais dire un mot. Très clairement, depuis qu'on est passé de la lecture génétique à la lecture épigénétique et depuis qu'on a compris que c'est notre environnement, c'est notre mode extérieur, quel qu'il soit, qui va impacter l'expression de nos gènes clés pour la santé, c'est sûr que ces pratiques-là sont rentrées dedans puisqu'elles impactent l'épigénome. Déjà, le mot alternative, effectivement, n'a pas de raison d'être. J'ai envie de dire que la science est déjà dedans, elle s'est emparée de ce domaine-là pour simplifier les choses. Je ne sais pas si le mot emparé est juste, je l'aime pas trop, mais déjà la science prend à bras le corps tout cet aspect-là. Donc, alternative, je ne le verrai pas. Non conventionnel même, je mettrai des guillemets d'ailleurs sur le non conventionnel, parce que si on utilise des marqueurs classiques du dosage dans le sang de marqueurs, on est je dans ne sais même plus si on est conventionnel. dans le non conventionnel. Voilà, j'ai envie de dire ni alternative, presque ni non conventionnel. Ni conventionnel. Oui, vous Alors, souriez, Jacques, donc je pense que nous allons sourire il y a aussi. beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions. Une des questions notamment de Jean-Louis sur le web qui demande si l'impact de la méditation peut être jugé en fonction de l'âge de la personne, puisque les télomères diminuent avec le vieillissement. Est-ce que l'impact de la méditation évolue avec l'âge? Oui, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de travaux par rapport à l'âge. Il semblerait qu'il y ait eu une petite différence en fonction de l'âge, mais je crois que la cohorte était trop petite pour pouvoir faire une différence. Moi, je sais que je ne me mouillerai pas et je ne lirai pas ça à l'âge pour le moment. Je dirais plutôt à la durée et la chronicité de la pratique de la méditation. C'est celle-là certainement qui va impacter le vieillissement de l'organisme. Vous allez peut-être m'en vouloir de poser cette question, puisqu'on va revenir à la médecine conventionnelle, mais pourrait-on imaginer développer des molécules chimiques capables de produire sur l'ADN les mêmes effets en agissant justement sur la méthylation? Mais là, Nancy, vous posez une question très complexe parce que, au fond, la philosophie de ces pratiques-là, c'est d'échapper aux médicaments. Justement. Mais je vous pose un peu moyennement naïvement parce que je crois que sur Oui. Alzheimer, il y a des essais de cette nature. Disons que la question est très intéressante au fond parce que une fois qu'on a identifié l'impact d'une pratique de la méditation sur notre épigénome, une signature qui va lier par exemple des micro-ARN et de la méthylation de l'ADN, et on sait que cette signature est par exemple liée de façon très concrète au vieillissement ou à l'inflammation. Vous avez enfin
une cible épigénétique du vieillissement. Et là, votre choix est ouvert. Soit vous pouvez y aller, vous continuez à avoir de la pratique de la méditation pour neutraliser cette signature, soit vous allez utiliser, et moi c'est ce qui m'intéresse le plus pour être honnête, la nutrithérapie. On sait que maintenant la nutrition et la phytothérapie impactent ces points-là et on peut les utiliser. Et il vous restera, pourquoi pas, les médicaments. Mais on sait que déjà par la nutrithérapie, par exemple, la phytothérapie, vous pouvez modifier ces signatures-là. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Si je peux me permettre une petite réponse complémentaire, on n'est plus du tout dans la philosophie de la médecine intégrative. Puisque justement, ce qu'on veut, c'est que soi-même, le patient, soit en capacité d'être son propre médecin, en fait. C'est une espèce d'empowerment, d'autonomie. Donc, c'est par des mécanismes intrinsèques à lui-même, sans apport extérieur, qui peut améliorer sa santé. Mais on a envie de vous poser un peu la question. Est-ce que c'est accessible à tous? On a l'impression que c'est encore une sphère un petit peu... C'est tout à fait accessible à tous. Vraiment, je pense que l'idée, c'est justement de penser aujourd'hui que si les médecins sont tous formés, que si on arrive à cadrer un certain nombre de pratiques, parce que je voulais revenir quand même sur ce terme alternatif, il y a beaucoup de personnes qui naviguent autour de tout ça pour créer et ma technique et mon processus et je suis le gourou de ceci. Donc il y a beaucoup de risques aussi avec ces médecines-là. Et c'est pour ça que quand ça rentre à la faculté et quand c'est cadré, quand c'est enseigné et quand les médecins connaissent, ils sont en capacité de donner à leurs patients les bons conseils et de savoir détecter ce qui relève de la science et que ce qui relève du charlatanisme. Ils sont déjà nombreux à vouloir s'inscrire à ces DU? Ah bah, les DU sont pleins. Sont pleins. Ah, donc oui. Ça, c'est très encourageant. Oui, Jacques, encore une question? Beaucoup de questions. Et pour revenir sur les soignants, existe-t-il des études sur l'impact de la méditation sur les soignants? Oui, bien sûr. Oui, il existe de très nombreuses études. Là, je n'ai pas préparé de vous donner des références précises, mais il existe des références dans la pratique au niveau des blocs chirurgicaux, au niveau des cancéraux, au niveau de la maternité, au niveau de plein de domaines. Il y a des pratiques qui montrent que ça marche bien et que tout le monde est satisfait, patient et soignant. Ouais. Pour vous dire, même le CHU avait organisé il y a quelques temps justement un apprentissage, une formation à la méditation pour les soignants. Je pense... Peut-être une dernière question en pleine crise du Covid, d'aigu, on a l'impression que ces approches s'est un petit peu éloigné de cette urgence que nous vivons. Alors, vous dites quoi? Oui, je dis qu'en fait, on a aussi pu envisager d'utiliser ce genre d'approche dans le cadre de l'épidémie Covid, puisque vous savez sûrement que la Covid aujourd'hui, elle se manifeste non seulement par ces pneumopathies qui nous arrivent à l'hôpital, mais aussi par ce qu'on appelle les Covid longs, avec beaucoup de retentissement, de l'anxiété, de ce genre de choses sur les patients. Donc on a mis en place au CHU, dans le service d'infectiologie, un endroit où les patients sont évalués et où on va commencer à mettre en place avec toute notre infrastructure déjà là, c'est-à-dire surtout des psychologues hors pair et une approche très organique, peut-être des méthodes non conventionnelles, comme on dit, l'EMDR, puisqu'on a montré qu'il y avait beaucoup de stress post-traumatique dans cette Covid, et la sophrologie. Donc vous voyez que ça peut tout à fait être intégratif, cette approche. C'est une approche totalement complète, holistique, on peut appeler ça comme ça. Et vous invitez dès à présent les personnes qui souffrent de pathologies qui s'attardent de ne pas négliger ce type d'approche pour aller mieux. Bien sûr. Un dernier mot de conclusion. Oui. Moi, je voulais juste rajouter, tout à l'heure, on a beaucoup parlé de l'inflammation comme étant, un processus majeur dans ces pratiques-là. Et on sait que la méditation et ces pratiques-là atténuent l'inflammation. En gros, l'inflammation, c'est tout simplement, l'inflammation de bas grade, c'est tout simplement une altération de notre système immunitaire. Donc, réduire l'inflammation, c'est rendre notre système immunitaire meilleur et plus performant. Et donc, c'est probablement un des meilleurs mécanismes de défense contre cette infection virale, bien entendu. Et réduire les facteurs de risque, peut-être. Et les comorbidités, bien sûr. Ce qui fait les comorbidités, c'est en particulier l'inflammation. Donc, si vous réduisez l'inflammation dans un corps, vous le rendez meilleur pour se défendre, bien entendu. Eh bien, c'est extrêmement convaincant. Bravo à vous. Ça est passé vraiment décidément trop vite, mais je pense que vous reviendrez parce qu'on a envie de vous poser encore plein de questions et que vous nous présentiez la suite de ces travaux. Merci infiniment à vous deux. Beaucoup. Et vous retrouvez l'intervention sur le site, bien évidemment, dès la semaine prochaine. Merci.